1918. Les fanfares de l'armistice éclatent joyeusement dans le ciel de France, rythmant le défilé des troupes au retour du combat, dans la lumière glorieuse de la victoire. « 1918. Au terme de cette même année, des soldats grands blessés, qui ont cruellement payé dans leur chair ces heures d'allégresse, se sont rejoints dans les ténèbres de leur cécité. Ils sont 2800 et fondent l'Union des aveugles de guerre. Quelques années plus tard, les blessés de 1939-45 sont venus grossir leurs rangs, naguère ceux d'Indochine. Et voici les jeunes d'Algérie, petits-fils et fils des héros de 14-18 et de 39-45, qui s'inscrivent à leur tour, attestant à la suite de leurs aînés la pérennité de la patrie par le courage et le sacrifice des meilleurs de ses enfants. « 1958. L'Union des aveugles de guerre a 40 ans. Pour célébrer cet anniversaire, ce 17 décembre a réuni dans la maison de la rue Blanche les camarades, vétérans et jeunes fraternellement mêlés, entourés de leurs familles et de leurs amis, sous la présidence de M. Michelet, ministre des Anciens Combattants, en présence de M. le maréchal Juin et de Mme la maréchale, des représentants d'associations de mutilés et de combattants, d'œuvres et de groupements d'aveugles, des membres du comité d'action et du conseil d'administration de l'Union des aveugles de guerre. Par une pieuse pensée, on a voulu associer à cet anniversaire l'inauguration d'une plaque de bronze dans le hall d'entrée à la mémoire du regretté commandant Isaac qui, de 1945 à 1957, date de sa mort, a présidé aux destinées de cette maison qu'il a tant aimée et où il a laissé tant de souvenirs reconnaissants. Monsieur le maréchal Juin nous a fait l'honneur de venir tout exprès devant le micro du livre parlé, dans notre auditorium, préfacer ce disque du souvenir, nous donnant ainsi une preuve nouvelle de l'affection qu'il ne cesse de témoigner, ainsi que Madame la maréchale, aux aveugles de guerre. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers camarades, je ne sache pas qu'il y ait en France un lieu où l'on ressente une émotion plus grande et qui soit plus propice aux profondes méditations que celui où se réunissent à Paris nos camarades aveugles de guerre. Je sais bien que, pour ma part, c'est-à-dire pour le combattant chevronné que je suis, de toutes les guerres mondiales et d'empires que les Français de ma génération ont connues depuis un demi-siècle, il n'est pas de lieu qui soit une source d'attendrissement plus vive, ni un réconfort plus puissant pour tous les autres combattants survivants. C'est qu'en vérité, les aveugles de guerre, outre qu'ils ont eu le courage d'affronter à leur heure, quand il le fallait, les périls ayant fondu sur notre pays, et qu'ils ont payé ce courage d'un lourd sacrifice auquel les hommes, en général, ne se résignent guère de propos délibérés, ont su aussi, par la suite, nous donner encore un magnifique exemple d'adaptation et de concentration intérieure, comme si la vie morale de la nation se fût réfugiée en grande partie en eux-mêmes. Oui, magnifique exemple
et préceptes d'énergie et de foi, où ceux qui ont encore le privilège de voir puisent sans cesse des raisons de croire et d'espérer. De cela, et particulièrement en ce jour du 40e anniversaire de la fondation de votre remarquable association, je tiens à vous exprimer, mes chers camarades, mes sentiments d'admiration et de gratitude infinie. Je vous salue, en quelque lieu vous viviez, comme je salue également tous ceux et toutes celles qui vous apportent une assistance secourable, n'oubliant pas que vous constituez la sublime cohorte de ceux dont Péguy, invoquant la France, disait « Mère, voici tes fils qui se sont embattus ». La cérémonie du 40e anniversaire de l'UAG va commencer. Dans la salle des fêtes archicomble, les camarades et leurs invités ont pris place. Au fond, la scène, où dans les fauteuils, alignés sur l'estrade, viennent s'asseoir les personnalités officielles, ainsi que le président Henri Amblard et le secrétaire général de l'UAG, René Quesnon. Voici M. Michelet, ministre des Anciens Combattants, M. le maréchal et Mme Juin, président du comité d'action, M. le général de l'Armina, M. Audry, directeur au ministère des Anciens Combattants, M. Manet, président de l'Union française des associations de combattants, M. de Saint-Quentin, ambassadeur de France, président de l'association Valentin Huy et du comité national pour la protection sociale des aveugles, Maître Nouveau, président de la Fédération des amputés de guerre de France, secrétaire général du comité d'entente des plus grands invalides. Le silence s'établit rapidement dans l'assistance. M. Henri Amblard se lève et prend le premier la parole. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le maréchal, Madame la maréchale, mon général, Messieurs les représentants des divers ministères, Mesdames, Messieurs, mes chers camarades, mes premiers mots seront pour vous remercier, Monsieur le ministre, d'avoir bien voulu, en cette époque si chargée, venir distraire quelques instants vos occupations pour assister à cette cérémonie intime à l'occasion du 40e anniversaire de la fondation de l'Union des aveugles de guerre. Mes remerciements vont à vous, Monsieur le maréchal et Madame le maréchal, qui ne manquez jamais de témoigner votre sympathie à notre association. Et je remercie toutes les personnalités qui ont bien voulu se déplacer aujourd'hui pour être autour de nous afin de glorifier en quelque sorte cette union qui se place sous le signe de l'amitié, de la camaraderie et de la patrie. Il y a 40 ans, et nos camarades anciens combattants, le 11 novembre dernier, le fêtaient, nos camarades étaient très nombreux à l'Étoile pour célébrer encore une fois ce 11 novembre, ce jour magnifique de 1918 où cessaient les combats. Environ un mois après, les aveugles de guerre se réunissaient. Ceux qui avaient dans la tranchée laissé ce qu'ils avaient de un peu plus de plus précieux, la vue, se réunissaient pour un armistice eux aussi, car c'était la fin d'un combat, mais c'était le commencement d'un autre combat, celui d'une vie nouvelle, pleine d'inconnus. Ils avaient déjà été groupés pendant les hostilités par l'homme au grand cœur qui était Eugène Brieux, ce saint laïque, comme disait l'aimable Maurice Donnet. Et je voudrais à cette occasion saluer ici mademoiselle Arbel, qui fut sa dévouée collaboratrice et qui nous est toujours fidèle. Il n'est peut-être pas très galant de jeter un coup d'œil 40 ans en arrière, mais tout cela est si vrai et notre reconnaissance si profonde que cela mérite d'être dit, et c'est un élémentaire devoir pour moi que de le faire. Brieux avait, lui, déjà fait enseigner le braille dans les hôpitaux militaires
créer des petits ateliers de brosserie. Et c'est ainsi qu'il nous encouragea à nous grouper. Ce fut peut-être une des choses les plus importantes, car dans certains endroits, dans certains pays, on pensait grouper les aveugles de guerre dans des cités, alors que lui nous a encouragés à mener une vie d'hommes normaux. C'est une grande reconnaissance que nous lui avons, et nous le disons dans ce 40e anniversaire. C'était à ce moment-là le début. Le 2800 aveugles de guerre se groupèrent donc. J'ai assisté à cette première réunion, mais j'étais jeune encore, comme bien d'entre nous, et je ne pris part aux travaux que plus tard. Il y eut un conseil d'administration. On y trouvait le nom d'Isaac, que nous honorerons tout à l'heure. Le nom d'un camarade qu'il me plaît de signaler, c'est Lafargue, qui est encore avec nous là. Il était au début. Et là, ces hommes-là nous incitèrent à nous grouper. Les débuts étaient fort modestes. Les moyens très réduits, mais le cœur était ardent et nous avions des amis comme M. de Traversay, que je veux citer, Mme Contamin, qui est encore ici sur la brèche. Et ce fut là le début de ce comité d'action qui, après Brieux, eurent les frères Tarot, et maintenant, vous, monsieur le maréchal, et madame la maréchale, qui présidait ces comités d'action, non pas seulement en nom, mais très efficacement. Et nous vous en remercions vivement. Bien, on peut se demander que voulaient ces hommes qui avaient fondé cette association. Améliorer une pension bien maigre à l'époque, bien sûr, mais les anciens combattants, les grands mutilés, n'étaient pas uniquement des revendicateurs, des sportulaires, comme on les a appelés. Ils avaient un idéal, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Je ne retracerai pas toute l'histoire de 40 ans. Nous sommes partis de rien, et maintenant, nous pouvons dire que, étant créés parmi les premières associations spécialisées, nous avons pu créer des maisons de repos à Franceville, Calvados, et maintenant dans les Pyrénées, à Amélie, sur la Côte d'Azur, à Carnolès, et puis cette maison qui est le centre, qui est justement l'abri de tout ce que nous pouvons espérer, qui est un cercle, et qui, nous pouvons le dire sans fausse modestie, n'existe pas dans les autres capitales. Ici, nous nous retrouvons, et nous pouvons dire, monsieur le ministre, qu'ici, le mot camaraderie n'est pas un vain mot. Nous essayons de nous entraider, non seulement matériellement, mais spirituellement et affectivement. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux aujourd'hui de constater que nous ayons beaucoup d'amis autour de nous pour constater une certaine réussite. Des amis, nous le désirons ardemment, car nous avons besoin de sympathie. Nous désirons cette sympathie. Et vous nous en apportez un témoignage, comme tous les amis qui sont autour de nous aujourd'hui, ce qui nous est infiniment précieux. Que dire davantage? Eh bien, votre présence, elle nous encourage à continuer. Je sais bien que la lutte, si l'on peut dire, n'est pas finie. Si nous avons été des aveugles, comme d'autres ont été des amputés, des paraplégiques, c'est parce que nous avons combattu, et anciens combattants, nous désirons demeurer, car notre blessure a été contractée au service de la patrie. Nous arrivons, monsieur le ministre, à l'époque de Noël, où les anges chantent cet hymne
d'amour entre tous les peuples, entre tous les hommes. Je crois qu'il serait déplacé, en ces quelques minutes, de demander que notre sabot de Noël fût visité par les pouvoirs publics. Mais enfin, je pense que nous nous retrouverons là-dessus et que nous pourrons justement donner à tous nos camarades ce que vraiment ils sont en droit d'attendre. Mais nous voulons surtout vous assurer, Monsieur le ministre, de ce que l'esprit des aveugles de guerre n'a pas changé. Je pense que si Monsieur le général Végan, qui nous avait promis de venir et qui ne peut pas, était là, je lui dirais que son grand chef, le maréchal Foch, pourrait être satisfait de ces anciens soldats. Et vous, Monsieur le maréchal, je pense que vous pouvez être aussi content de ces jeunes qui sont ici et que je désirerai vous présenter tout à l'heure. En ce moment, nous célébrons ce 40e anniversaire. C'est pour nous une grande joie. Nous allons tout à l'heure dévoiler une plaque à la mémoire de mon éminent prédécesseur, le commandant Isaac, et en vous remerciant tous qui êtes autour de nous. Je puis vous assurer, Monsieur le ministre, que ici, les aveugles de guerre, eux, comme tous nos camarades anciens combattants, ont offert leur vie à la patrie, ont donné leurs yeux pour que vive la France. Disque souvenir, deuxième face. Monsieur Michelet, ministre des Anciens Combattants, répond au président Amblard. Mon cher Amblard, mes chers camarades, il ne m'est pas souvent arrivé de prononcer avec autant de conviction, de tendresse et de respect le mot de camarade qu'à l'heure où je m'adresse à vous ce soir, en ce 40e anniversaire de votre fondation. J'imagine qu'avant l'actuel ministre des Anciens Combattants, d'autres ministres des Anciens Combattants ont dû venir au cours des années vous dire beaucoup de choses sur votre sacrifice. J'ose affirmer qu'il y en est peu qui puissent venir avec autant de conviction que l'actuel ministre des Anciens Combattants son affection fraternelle. Non pas seulement sans doute parce qu'il a été lui aussi, comme tout le monde en France ou presque, ancien combattant, mais aussi parce qu'il a vu de près, dans des lieux d'une guerre qui, par certains côtés, n'avait pas le caractère de panache qu'a connu la première, des aveugles, comme vous. Et il pense, en ce moment où il s'adresse à vous ce soir, à cet aveugle qui était notre camarade du camp de Dachau, et que nous avons pu ramener, non sans difficulté, parce que les seigneurs qui nous gardaient là-bas avaient un principe absolu, c'est que les grands mutilés et les aveugles, étant par définition des êtres inutiles, avaient droit, lorsqu'ils étaient repérés, au four crématoire. Ainsi donc, c'est en pensant à cet aveugle de Dachau que je vous dirai quelques mots en réponse à ceux que vient de m'adresser votre président. Il a voulu que votre
association, il l'a rappelé, fut placée sous un double signe, celui de l'amitié et celui de la patrie. Il a bien fait. Votre amitié, j'en suis sûr, et vous ne me démentirez certainement pas, a fait beaucoup plus pour vous conserver ce visage que nous aimons en vous et qu'a souligné le président Amblard, celui d'anciens combattants qui continuent leur vie, qui continuent à aller et venir, qui se sont efforcés, et avec quel bonheur, de retrouver une place dans la cité, dans la profession, et qui sont pour nous tous un modèle. Il a tenu à dire qu'ils n'étaient pas essentiellement des revendicateurs. Je veux l'en remercier. Sans vouloir en quoi que ce soit, rassurez-vous, porter un jugement sur les années précédentes, il faut dire tout de même, parce que telle est ma conviction profonde, que depuis 40 ans, c'est trop malheureusement la loi du nombre qui a inspiré les lois touchant les anciens combattants. Et que les minorités, c'est-à-dire les aveugles, les paraplégiques, les doubles mutilés, se sont trouvés victimes des revendications du plus grand nombre. Je m'efforce, et ce sera, je l'espère, mon cher président, peut-être avec un peu de retard, mon sabot de Noël, je m'efforce, vous le savez, d'obtenir quelques crédits supplémentaires pour vous, très spécialement. Et je ne vous fais ce soir aucune promesse, ce n'est pas mon habitude, je préfère vous mettre en présence des réalités obtenues. Mais ce que je veux dire ici, et sans vouloir, je le répète, rouvrir des querelles, ni encore moins opposer les unes aux autres les catégories d'anciens combattants, ce que je veux dire pour que l'on comprenne les choses à la fin des fins, c'est que, à l'exception, et encore toute récente, de la petite Belgique infiniment plus riche que nous, la France est le seul pays au monde qui paye une retraite du combattant à tous les citoyens qui sont anciens combattants. La France également est le seul pays au monde qui est payé un pécule aux prisonniers de guerre. Cela s'est chiffré par des dizaines et des dizaines de milliards qu'on a distribués sous des sommes quelquefois très modiques à des centaines de milliers et à des millions de camarades assurément méritants, mais cela au détriment de ceux qui étaient plus méritants encore que les plus méritants, c'est-à-dire les grands blessés, les grands mutilés et les aveugles. La politique que s'efforce de suivre l'actuel ministre des anciens combattants, c'est de rétablir une hiérarchie. Il ne s'agit en aucun cas, je tiens à le préciser, de revenir sur des droits acquis. Les droits acquis sont acquis et, je l'espère, j'en suis même sûr, le resteront. Il existe ce qu'on appelle un rapport constant qui fait que les droits acquis ne seront pas stables, ne seront pas statiques, ils suivront l'évolution éventuelle, vous le savez comme moi, des salaires et des honoraires et des traitements. Mais il reste encore, c'est ma conviction profonde, des injustices qui tiennent à la disparité des traitements. Et je le dis ici avec une certaine confusion, les aveugles de guerre, à mes yeux, sont encore parmi les défavorisés. Ils ont obvié à cet inconvénient par leur amitié entre eux, mon cher président, et vous avez tenu à le souligner, je vous en remercie. Vous avez su tirer au maximum, et cette maison qui nous accueille aujourd'hui en est un exemple et un témoignage, vous avez su tirer au maximum les bienfaits de l'amitié, de la solidarité, de la mutualité. Vous vous êtes épaulés les uns les autres. Vous vous êtes tenus par la main en un très émouvant symbole, vous autres, aveugles. Et c'est pourquoi vous êtes un exemple pour le plus grand nombre, un exemple dont je veux vous remercier, mon cher président, en présence de tous vos camarades.
Et puis vous avez déclaré aussi que c'est sous le signe de la patrie que vous êtes restés rassemblés, et comme vous avez eu raison. Pendant trop longtemps, aux yeux de certains, la patrie c'était presque un mot qui allait devenir suspect. Ayant des relents dans je ne sais quelle hérésie, être patriote, aux yeux d'un plus grand nombre, c'était bien fâcheux, ça devenait presque inquiétant. Que je vous remercie, mon cher président, d'avoir tenu à souligner que pour vous, la patrie, c'était une réalité. D'avoir su à cet égard vous trouver un président et un animateur en la personne de mon voisin de droite, le maréchal Juin, qui représente pour nous un très grand nom et une grande aventure. Évoquant pour la seconde fois, je m'en excuse, mais cela tient à ce que j'ai en face de moi des camarades de déportation, évoquant ces heures douloureuses de la déportation, ces attentes sur les places d'appel, ces entreten, je me souviens de la joie qui traversa nos rangs lorsqu'on nous apprit que l'armée française était entrée dans Rome, ayant à sa tête le maréchal Juin, justement. Dans cette autre nuit qu'était la déportation, avec à chaque heure du jour l'angoisse et tous les matins la crainte de finir le soir au fond du bloc 30, c'est-à-dire dans la cour du bloc où se trouvait le crématorium, l'annonce qu'une armée française était enfin victorieuse a été pour nous un beau trait de lumière aux environs de cette Pentecôte 1944 qui restera pour nous à cet effet inoubliable. Mes chers amis aveugles, en ce 40e anniversaire de votre fondation, parce que vous êtes pour nous un exemple de ce que peut être, de ce que peut réaliser l'amitié, parce que vous vous honorez de rester attachés à votre patrie qui s'appelle la France, par toute la lumière que vous répandez autour de vous, le ministre, l'indigne ministre des anciens combattants, du fond de son cœur, vous dit merci. Après cette allocution, les personnalités officielles redescendent dans la salle où les jeunes blessés d'Indochine et d'Algérie sont présentés par M. Amblard au ministre et au maréchal Juin. L'on procède ensuite à une remise de décoration. Les camarades Favret et Finet reçoivent la médaille du mérite combattant, puis la médaille de la reconnaissance française est décernée à l'épouse dévouée du camarade Georges Roy, grand blessé amputé des deux mains, membre du conseil d'administration de l'UAG. Le cortège officiel précède l'assistance vers le hall et, tandis que l'on dévoile la plaque murale dédiée au commandant Isaac, en présence de Madame Isaac et de la famille du défunt, M. Amblard clôt la cérémonie par ces quelques mots. Monsieur le ministre, monsieur le maréchal, mes chers camarades, je vais demander à monsieur le ministre de bien vouloir dévoiler cette plaque qui rappellera aux passants ce que fut Henri Isaac. Je ne voudrais pas prolonger cette cérémonie et surtout infliger une fatigue supplémentaire à Madame Isaac qui est là. Mais à nouveau, je la remercierai d'avoir bien voulu permettre à son mari de distraire de très nombreux moments sur la vie familiale pour se consacrer à tous ses camarades. Vous savez comment il l'a fait, avec quel sentiment d'amitié, de camaraderie, de sens de l'humain qu'il avait. Il a su imprégner à cette association un mouvement d'amitié, de concorde et presque d'amour de son prochain. Il l'avait en lui, nous l'avons encore, nous le conserverons.
Mademoiselle Arbel, ici présente, en est le témoin. C'est ainsi que cette association peut encore aller sur les données qui lui ont été données, sur l'impulsion qui lui a été donnée par Henri Isaac. Et c'est pourquoi, devant vous, madame, nous vous remercions, ainsi que toute la famille qui est là. Nous faisons un devoir de conserver dans notre souvenir cette plaque que nous ne verrons pas, mais que nous connaissons, et que pour ceux qui passeront là sauront que Henri Isaac a été un des grands aveugles de guerre de France. Les fonds sonores de cet enregistrement ont été transcrits du disque Columbia FCX 374, marche militaire française et américaine, par la batterie et la musique de la garde républicaine, direction F.J. Brun, avec l'aimable autorisation de la société Pathé Marconi.